Bonjour à toutes et à tous, je suis Christine Berton, guide conférencière et ravie de vous retrouver sur cette chaîne YouTube pour aujourd'hui présenter une mini conférence qui porte sur l'Arlésienne. Alors imaginons que nous sommes sur la place du Forum en Arles, que vous découvrez à l'écran, où se dresse une sculpture qui représente Frédéric Mistral, le grand poète provençal admiré par beaucoup, et notamment par Lamartine qui dira de lui qu'il est, je cite, un vrai poète homérique. Vous découvrez d'ores et déjà aussi ce profil d'une sculpture qui représente Mireille dont je vais vous parler. Frédéric Mistral est né en 1830 et mort en 1914 dans le village de Mayenne. Il est connu pour avoir créé en 1854, avec d'autres poètes, un mouvement littéraire appelé le Félibrige, un mouvement dont le but était la défense de la langue provençale ainsi que des traditions. Mistral est bien sûr l'auteur de nombreux ouvrages dont la liste est inscrite sur l'une des faces du socle de la sculpture dont je viens juste de vous parler, mais il est surtout connu pour son poème Mireille, Mireio en provençal, un poème épique en 12 chants qu'il publie en 1859 et qui lui vaudra le prix Nobel de littérature. Il dira à Lamartine que cet ouvrage était son cœur et sa vie. Des représentations de Mireille vont attirer les foules dans les monuments arlésiens comme le théâtre antique ou bien l'amphithéâtre. Mireille deviendra aussi un opéra composé par Charles Gounod qui va s'installer quelque temps en Provence, qui va visiter les lieux importants pour bien s'imprégner de l'ambiance. Et aujourd'hui d'ailleurs, on peut toujours trouver à Saint-Rémy de Provence un hôtel avec cette appellation Gounod. Mireille est un poème qui relate une histoire d'amour contrariée entre deux jeunes gens de conditions sociales différentes. Mireille, je cite, une jeune fille de Provence dans les amours de sa jeunesse, est fille de riches paysans qui vit au mas des Micoucoules sur le versant sud des Alpilles. Et puis il y a Vincent qui est un modeste vannier du petit village de Valabrègue dans le département du Gard. Ces deux jeunes gens s'adorent et souhaitent s'unir, mais le père de Mireille refuse cette union et choisit d'autres prétendants. Mireille, prise de désespoir, va s'enfuir du mas familial pour rejoindre le village des Saintes-Maries de la Mer, implorer et demander l'aide des Saintes Maries, dont les reliques sont encore aujourd'hui conservées dans l'église. En plein été, sous un soleil de plomb, Mireille traverse la Camargue et est frappée d'une terrible insolation. Elle a quand même le temps d'arriver jusqu'à ce village des Saintes Maries de la Mer, monte sur le toit de l'église où elle meurt dans les bras de Vincent. Aujourd'hui encore, on peut voir aux Saintes Maries de la Mer cette sculpture représentant Mireille s'évanouissant et sa main essuyant son front. Plus étonnamment, Mireille va inspirer des publicitaires. On va trouver le Roquefort Mireille, le pur sucre Mireille, mais aussi une huile d'olive ou bien du saucisson, par exemple. Vous retrouvez cette sculpture de Mireille, ce profil que nous avons déjà vu sur le premier document qui se trouve sur l'une des faces du socle de la sculpture et qui fut réalisé par le sculpteur Férigoul. Mireille symbolise le type de l'Arlésienne dont la beauté a inspiré des écrivains ainsi que des artistes. Alexandre Dumas, Anatole France, Honoré de Balzac, Mistral qui a écrit, je cite, « Anciennement comme aujourd'hui à Arles, les filles avaient la main jolie, faite déjà pour les baisers, était la main des Arlésiennes. » Cette beauté est encore aujourd'hui incarnée par les femmes qui portent le costume traditionnel. Tous les 3 ans est élue la reine d'Arles, et ceci depuis 1930, année du centenaire de la naissance de Frédéric Mistral. Reine d'Arles est un titre donné à celle qui est choisie comme lauréate par un jury, une reine accompagnée de ses demoiselles d'honneur. Elle n'est surtout pas une Miss Provence, mais une véritable ambassadrice de la culture provençale qui est présente lors des cérémonies importantes. Pour devenir reine d'Arles, les critères de sélection sont stricts. Il faut avoir entre 18 et 24 ans, être du pays d'Arles, parler provençal, avoir une bonne culture générale, une connaissance des traditions, savoir s'habiller et se coiffer seul. Le nom de la reine est dévoilé le 1er mai, jour de la fête des gardiens en Arles, mais elle sera véritablement entre guillemets intronisée lors de la fête du costume. Car chaque année, le premier dimanche de juillet a lieu cette fête du costume, qui a été insufflée par Frédéric Mistral,
qui a eu vraiment à cœur de créer par cet habit une identité provençale, forte, très très forte, et je cite, loin des fanfreluches de Paris. Frédéric Mistral a écrit que ce costume est le plus élégant de tous, que les femmes sont la gloire d'un peuple, l'emblème vivant de la Provence lumineuse. En 1904, suite à l'appel du poète, ce sont 400 jeunes filles qui se réunissent au théâtre antique d'Arles. Leur grâce et leur beauté est bien l'héritage d'une sculpture qui a été retrouvée dans les ruines du théâtre antique, une sculpture aujourd'hui au musée du Louvre et qui se nomme la Vénus d'Arles. Les Arlésiennes ont bien sûr inspiré les artistes. Par exemple, Léo Lelay, dont on découvre un autoportrait, qui n'était pas provençal mais angevin, aquarelliste, affichiste, que l'on a surnommé le peintre des Arlésiennes. À l'âge de 30 ans, il va s'installer en Provence, il va installer un atelier en Arles mais aussi à Fontvieille. Il va capter la beauté, le charme de ces figures féminines, notamment dansant la farandole, la plus ancienne danse provençale, très probablement une danse d'origine antique. Bien sûr, un autre artiste très connu qui a été captivé par ces Arlésiennes est Vincent van Gogh, qui décide de quitter Paris pour venir en Provence, qui va résider 15 mois à Arles, et notamment dans sa fameuse maison jaune. Il a évoqué la beauté de ces femmes qu'il comparait à un tableau de Goya ou de Velázquez. Voici le fameux portrait de sa première logeuse, Madame Ginoux, un portrait qui n'est peut-être pas très flatteur pour son modèle, mais qui est extrêmement expressif, où les traits et les couleurs sont très accentués. Ce portrait va inspirer Pablo Picasso pour réaliser le portrait de Lee Miller, puisqu'on retrouve notamment la coiffe. L'artiste qui était venu brièvement rejoindre Vincent van Gogh à Arles est Paul Gauguin, qui va réaliser ce dessin au fusain, mais aussi cette peinture représentant de nouveau Madame Ginoux, et qui inspirera quelques mois plus tard Van Gogh lorsqu'il réalise un nouveau portrait de cette femme hospitalisée à l'hospice Saint-Paul de Mosole à Saint-Rémy-de-Provence. Un autre artiste s'est inspiré de ces Arlésiennes, moins connu que les deux autres que je viens de vous citer, un artiste arlésien de la fin du XVIIIe, Antoine Raspail, dont les œuvres sont visibles au musée Réatu d'Arles avec ce portrait d'Arlésienne ou bien l'atelier de couture. Et puis, bien sûr, M. Christian Lacroix, qui est arlésien, eh bien, voit en l'Arlésienne l'idéal féminin et la femme inaccessible. Femme inaccessible, puisque l'Arlésienne est aussi une expression très connue, une chose que l'on attend, mais qui n'arrive jamais. Mais avant tout, l'Arlésienne est une nouvelle qui a été écrite par Alphonse Daudet, une nouvelle d'ailleurs qui a beaucoup marqué Christian Lacroix dès son enfance, une nouvelle qui a été incluse dans ces fameuses lettres de Montmoulin et qui sera mise en musique par Bizet. Alors, l'Arlésienne est une nouvelle avec une fin extrêmement tragique, une histoire très triste d'amour inspirée d'un fait réel, le suicide par amour du neveu de Frédéric Mistral. Je vous incite bien sûr et vous motive à lire cette fameuse nouvelle et je voudrais aussi vous remercier de votre attention, accompagnée par photographie d'une mannequin habillée dans le style de l'Arlésienne de Christian Lacroix et une photo beaucoup plus ancienne qui représente ces fameuses femmes en costume traditionnel dans l'amphithéâtre d'Arles. Merci encore et à très bientôt.